Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des Royaumes, ainsi que toutes les personnes ici présentes de l'Académie des études militaires supérieures, Messieurs les ambassadeurs, chers professeurs, collègues, chers étudiants. Tout d'abord, je tiens à préciser que Feu Hassan II, dans son ouvrage Le Défi, a parlé de la défense d'un territoire, mais surtout d'une histoire. Donc, je vais vous raconter l'histoire de cette marocanité enregistrée tardivement, et ça, c'est un paradoxe, parce que depuis 1975, on n'a pas présenté toutes les pièces de conviction attestant de la marocanité, et je pense qu'on a présenté uniquement moins de 10%. Ça veut dire des traités, des textes de bay'a d'allégeance et quelques cartes. Il suffit de parler d'un seul carton aux archives de la Courneuve, constitué par la France, pour négocier avec le Maroc la question des frontières et la délimitation des frontières algéro-marocaines, pour dire qu'on a au moins 80% de pièces sur la marocanité du Sahara. Je rappelle que les origines de ce problème relèvent d'une part d'un projet colonial très ambitieux, celui de coloniser le Maroc et le rattacher à l'Algérie pour que cette région, cette colonie, ait une façade atlantique et une façade méditerranéenne. Ce projet est tombé à l'eau grâce à certaines personnes clairvoyantes, à leur tête Alfred Le Chatelier, qui a dit que le Maroc, on peut le coloniser ou le soumettre à un régime de protectorat grâce à son sultan, ses tribus et ses zaouïas, les confréries. Jules Cambon, nommé à la tête de l'Algérie en 1891 comme 1898, c'est le théoricien de ce conflit. C'est lui qui va définir les frontières, les tracer même. Il va prendre une position médiane. Protectorat au Maroc, mais il faut prendre le maximum du territoire marocain, surtout dans le sud, à partir du Sénégal et surtout de l'Algérie. La carte de Robert Arnault montre bien ce projet en 1907. Je rappelle aussi que les pays africains sont appelés à prendre en considération le rôle joué par le Maroc pour préserver l'intégrité territoriale de tout un continent. Le Maroc a subi les assauts des Portugais et des Espagnols à partir du XVe siècle. Et on sait qu'à partir de 1830, 70 ans plus tard, et même moins, la France était déjà à Tombouctou et à Ségou, la capitale de Hajj Omar al-Fouti, qui a constitué un empire tijani en Afrique de l'Ouest. Je rappelle qu'en 1930, dans notre faculté actuelle, l'Institut des hautes études marocaines s'est tenu le colloque sur le Sahara occidental, publié dans Hespéris. La même année, voire 2 semaines, c'est le Dahir dit berbère, presque inventé par quelqu'un qui est venu du Sud, Paul Marty, directeur du lycée Moulay Idriss, et ensuite, donc, théoricien de ce décret. Et le résultat, ça a donné la création des confins et la mise en place de cette direction d'abord à Tiznit, Midel Tiznit et surtout Agadir. Le concept de confins, c'est un subterfuge. C'est un peu comme le terra nullius, je vais y revenir, pour plus d'amputation territoriale de l'Empire chérifien. Plus tard, en 1944, la France, engagée à respecter l'intégrité territoriale du Maroc, va offrir le Tab el-Bala à la suite d'une demande du gouverneur général au résident général. Prenez Tab el-Bala. Donc, flagration, donc, en violation donc, du principe de sauvegarde de l'intégrité signé déjà en 1912, reconnu déjà en 1906
et déjà dans la conférence de Madrid en 1880. En 1952-53, feu Mohamed V, appuyé par le général Guillaume, va faire des revendications territoriales. Un an plus tard, sera forcé à l'exil. Avant son retour en 1955, c'est la suppression des commandements des confins d'Agadir. Pourquoi? Parce que le Maroc sera indépendant et il ne faut pas lui laisser le nord de la Mauritanie, qui est la seule partie de cette carte qui s'appelait encore le Sahara occidental. Et à l'ouest, le Sahara dit espagnol. Donc, je rappelle que dans ces moments difficiles, on a eu ce projet, cette proposition française de négocier, de délimiter les frontières et en contrepartie, l'exploitation commune de fer de Raj Villette et associer le Maroc comme la Mauritanie, pays africain du Sud, au projet colonial de l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes. Refus de feu Mohamed V, et donc là commence un autre scénario, c'est le début du séparatisme. Deux projets séparatistes, la République saharaoui avec le Ouled Sidi Cheikh, on n'a pas nommé le président, mais on l'a nommé plus tard recteur de la mosquée de Paris, Hamza Boubacar. Deuxième projet de Payir Guibet. Et tout ça, c'est pour un retour au projet initial qui est celui de garantir une façade atlantique pour l'Algérie. Cette obsession de l'Atlantique, déjà annoncée à la conférence d'Alger en 1903, alors que la France a signé les traités secrets de 1902, plus tard 1904 et 1912 avec l'Espagne. On a commencé à dire qu'il n'y aura pas de façade pour l'Algérie. Donc il fallait à tout prix garder le Oued Noun, sinon rentrer en négociation avec l'Espagne, l'évacuer, lui donner plus de territoire au nord, sinon en Guinée. Et heureusement pour nous, l'Espagne est restée, parce que toute annexion du Sahara marocain au profit de l'Algérie, avec l'indépendance de cette dernière, on n'aura jamais un territoire appelé le Sahara marocain. Donc ça, c'est des précisions que je viens donner ici. Donc je rappelle qu'il y a des décalages dans la question de la marocanité. S'agissant des archives premières pour la conquête, c'est le vide, le khala, terra nullius. Et je rappelle que le concept n'a pas été inventé par les Espagnols, parce que les Espagnols connaissaient le littoral, les tribus, les premières cartes portugaises et espagnoles, on parle des Oudaya, des Hamna, des Sarana qui étaient encore, et après les Ouled Lim, tout ça. Le terra nullius, c'est une invention française pour créer un territoire au sud, à la suite des traités de l'Alhambra qui dit qu'au-dessus de Figuig, il n'y a pas de population, il n'y a pas d'eau, pas de pâturage, donc c'est le désert complet et ça peut rester entre le sultan de l'Ouest, le sultan marocain, et le sultan des Français, donc l'Algérie. Et c'est comme ça qu'on a permis les amputations territoriales et on a utilisé un autre subterfuge grâce au géographe Augustin Bernard, c'est les confins. Il n'y a aucune frontière appelée confins avec les autres pays de l'Afrique du Nord ou même de l'Afrique noire. Il n'y a que le Maroc sur lequel on a appliqué la notion de confins, ça veut dire appeler confins, un peu flou, c'est le désordre, c'est l'insécurité, on verra. Et après, on définit une frontière et du coup, on aura 3 lignes de frontières. La ligne trinquée, Varnier, trinquée, et plus tard, la ligne de fait, ça veut dire qu'on était colonisé par la France alors qu'on était indépendant pour préserver, donc pour empêcher l'infiltration des éléments armés en soutien de FLN, donc de l'Algérie. Et l'Algérie va nous remercier en 1962 et même en 1963 en lançant une guerre contre le Maroc. Ce n'est pas le Maroc qui a... Et ça, je l'ai prouvé donc, par des pièces très intéressantes sur la question. On a lancé une guerre contre le nord du Mali pour préparer le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation
au Caire en 1964. Ça veut dire qu'on est un peu coincé par ce principe qui va permettre à l'Algérie de conserver le patrimoine colonial. C'est un empire qu'a hérité l'Algérie. Et c'est un tiers du territoire marocain, notamment le Sahara occidental. Autre chose, c'est que lorsqu'on a voulu défendre la marocanité du Sahara, les archives étaient en otage. La loi des archives, M. Deissi, l'ambassadeur Mohamed Charqaoui, M. Belbachir, qui était vice-doyen, je ne sais pas s'il est devenu doyen, ont été envoyés à Paris pour avoir des cartes, des documents, donc des archives. M. Henri Prissac, qui est passé par la Bibliothèque générale, il leur a dit, on va vous donner des vieux livres et quelques cartes qu'on va remettre à M. l'ambassadeur à Paris, M. Charqaoui. Après, plus rien, et de toute façon, nous, on va rester neutres dans ce conflit. Pour 1975, la Cour internationale de justice, pareil. Pareil, donc, on n'a pas su défendre la question de la marocanité du Sahara oriental, et aussi, on n'avait pas toutes les pièces de conviction pour répondre à cette histoire de terra nullius, à cette histoire de souveraineté, donc, sur ces provinces-là. Il découle la question des tracés des frontières établie uniquement par Jules Cambon. La question tribale est restée donc non traitée, mais plutôt instrumentalisée. Delguibes, tantôt espagnol, après la chute des Pelouis, ils deviennent français, puis marocain, donc la région du Nord, puis malien, et donc, par mes propositions, parce que moi aussi je réagis par rapport à la dernière décision, il faut travailler sur le dossier des frontières, travailler sur le dossier des identités tribales et territoriales, et travailler sur cette question de terra nullius et autodétermination. Donc ça, c'est un livre paru donc, il y a longtemps que l'Académie des Royaumes a traduit donc, dans 3 langues, mais à partir de ce livre, pour répondre à la question de la souveraineté marocaine. Et là, il s'agit du traité franco-espagnol du 3 octobre 1904. Voilà ce qu'on a dit dans les archives qui ont commencé à reconnaître la marocanité du Sahara sur le Sahara oriental et occidental à l'occasion des négociations sur la question des frontières. Donc, c'est des documents de 1965 et surtout après l'indépendance du Maroc. Là, la marocanité sera à profusion parce que la France donc, voulait établir de bons rapports avec le Maroc. Et donc, en 1902, déjà, Paul Cambon permettait, donc par la signature du traité du 3 octobre 1904, aux 2 gouvernements, ça c'est un document officiel, de s'expliquer sans danger, envisager l'éventualité d'un démembrement du Maroc et la détermination anticipée des sphères d'influence susceptibles de se transformer en possession. Ça veut dire les Français et les Espagnols négocier la question des frontières, donc les provinces sahariennes, selon le principe que ces territoires sont marocains. C'est des zones d'influence ou sphères d'influence. Il n'y a que la partie sud, donc Dakhla et sud, qui a été reconnue comme colonie, mais par qui? Par Berlin, conférence de Berlin, par d'autres pays, parce qu'on a signé avec des chiors, parfois on ne connaît même pas les noms. Ou parfois, comme faisait la France, des almamis ou des émirs qui deviennent des rois, les rois qui ont signé pour donner plus de valeur. L'autre question, c'est que le traité 1895, signé entre le Maroc et la Grande-Bretagne, reconnaît la marocanité du Sahara au-delà de Bouche d'Or.
Et donc, on parle de cette histoire-là, et on dit que ces territoires, voilà, le gouvernement espagnol, sur la base de ces territoires, serait compris dans la sphère d'influence espagnole si le sultan cessait jamais d'exercer son autorité. Donc en 1902-1904, on sait que le sultan marocain exerce une souveraineté sur ces provinces-là, et qu'avec la signature de l'entente cordiale France-Angleterre, la France est autorisée par l'Angleterre à partager le Sahara si le sultan cesse d'exercer une souveraineté sur... Donc là, on est loin de toute histoire du délire de Terra Nullius ou du désert, la Ard al-Khala'. Autre chose, c'est que la déclassification des archives a permis de découvrir d'autres vérités plus intéressantes qui pourraient, moi personnellement, demander à réouvrir le dossier, peut-être par la Cour internationale ou par d'autres moyens, ou au moins constituer un dossier qui pourrait nous servir dans les prochaines négociations. Parce que là, on est en situation de force. Et tous les pays revendiquent qu'ils n'ont plus de revendications sur le territoire. La Mauritanie l'a fait le 5 août 1979. L'Algérie, maintenant, qui est passée d'une partie intéressée, partie concernée, à partie impliquée jusqu'au cou, maintenant, il nous est neutre. Bon, vous êtes neutre, ben vous restez neutre. Mais nous, on est capable là de vous dire qui vous êtes et comment vous êtes passé d'une animosité déjà annoncée à partir de 1966. 1966, il y a eu débat entre Franco et Feu Hassan II pour la restitution des provinces sahariennes et de laisser côté Ceuta et Melilla. Franco a demandé de retarder cette affaire parce que ça pourrait lui jouer un mauvais tour dans sa politique interne. À ce moment-là, 1966, M. Lulich, qui est l'ambassadeur, est là, l'Algérie déclare à New York, à Addis Abeba, que l'Espagne doit garder l'administration des provinces et que les 50 000 nomades n'ont pas intérêt à avoir un État. Pourquoi? Parce que en 1965, on a signé un traité stratégique avec l'Espagne, projet français qui revient, proposé au Maroc, celui de l'exploitation de fer de Rajbilat et exploitation des phosphates de Boukhara. Donc, cette question de marocanité ou opposée à la Terra Nullius, moi, personnellement, je découvre que depuis 1845 jusqu'à 1966-70, il y a eu continuité de l'exercice du pouvoir sultanien, makhzenien, dans toutes les parties du Sahara, jusqu'à Théoudni, la mine de sel, où le caïd marocain a été assassiné en 1929, et la France a gardé le caïd avec ses daher. Et je me demande où sont les daher de caïd de Théoudni, issus d'une famille d'une région du sud marocain annexée au profit de l'Algérie, parce qu'il a été giflé et il a tiré sur 2 officiers français. Et donc, et après, il y a eu un renfort et on l'a. Dans toute la partie du Sahara oriental ou occidental, on s'est appuyé sur le système sultanien. Ça veut dire, on a les photos des Bernos, on a ce qu'on appelle les tsédiers, ça veut dire les daher de nomination, et on a toutes les nominations et tous les noms des familles qui ont été repris pour administrer ces régions sahariennes. Le général Lyautey, le ministre plénipotentiaire Henri Marchal l'ont dit que le traité secret avec l'Espagne, le rapport de Lyautey de 1924, je pense qu'il lui a coûté son éviction avec la guerre des Rives, atteste de l'usage de la baya dans ces provinces du Sud. Et donc, c'est
que la Saqi al-Hamra et le reste ont été gérés par le représentant sultanien installé à Tétouan. Et c'est à partir des années 40 que l'Espagne a commencé à aller vers une administration, tantôt depuis Ifni, parce que c'est la colonie, tantôt depuis les îles Canaries, mais après 63 et le phosphate, c'est directement devenu une région administrée par Madrid. Et avec une pratique de nomadisme cartographique et juridique. Ça veut dire qu'on a pris la zone sud comme étant une colonie et on a commencé à l'appliquer sur la Saqi al-Hamra qui est une zone d'influence, ça veut dire protectorat, et pour dire que tout le territoire, du coup, on va se retrouver même à l'ONU avec l'appellation Ifni Rio de Oro ou Ifni, ou plus tard le Sahara dit espagnol. Et donc, comment l'ONU s'est approprié l'ancien nom qui englobe toute la partie sud de l'Algérie, Mali, le Maroc, la Mauritanie n'existait pas encore, pour adopter ce nom du Sahara occidental à partir, je pense, des années 70 pour l'appliquer aux Provences donc, marocaines. Je pense que, bon, maintenant, la question de l'intangibilité, on sait comment est arrivé, adopté. On sait que le séparatisme a été inventé donc, à l'Est, à partir de l'Algérie. On sait que la question des confins, qui est à l'origine du problème du Sahara aussi, face à la question de l'intangibilité des frontières, le Maroc va travailler sur la question de l'intangibilité des identités tribales et territoriales, parce que pour identifier avec qui on va parler. Parce que les lois et les textes des archives espagnoles et françaises définissent très bien par la carte et par les textes et les lois qui est français, qui est espagnol, qui dépend du territoire de l'Algérie, de l'Espagne. Et je m'arrête là. Merci beaucoup.